Je m'appelle Monsieur Dembaba. Je suis responsable technique de la ferme de spiruline à Kermariam Ndiafat. La ferme est intégrée au sanctuaire marial et ils occupent le même domaine. Euh, Elle est née, cette ferme, de la commune volonté du père Pichouna et de moi-même d'apporter une contribution au maillon dans la lutte contre la malnutrition au Sénégal. Euh, Elle est née suite à un constat que j'ai fait au retour un jour du père Pouchena d'une visite pastorale de santé. Et quand il est venu, je l'ai constaté tellement épuisé, tellement abattu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a ce père-là aujourd'hui? Alors j'ai attendu qu'il soit dans son bureau. Je lui ai posé la question, même père, mon père, qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a dit, mais j'ai rencontré des populations lors de ma visite. Je me demande comment ils vont survivre jusqu'aux prochaines récoltes. Je dis, ah, ça c'est un problème très sérieux. Le problème de la malnutrition revient encore. Il m'a dit, oui, c'est des gens qui sont très malnutris. Et puis en discutant, je lui ai dit, écoutez, mon père, moi, je connais une microplante qui peut régler ce problème-là. Parce qu'au Sénégal, généralement, les gens y trouvent à manger. Mais ce qu'ils mangent est tellement dépourvu de micronutriments qu'ils ne font que se remplir le ventre. Après quelques temps de discussion, d'explication, il m'a demandé de lui passer la documentation sur la spiruline. Ce que j'ai fait, je lui ai donné toute la documentation que j'avais sur la spiruline. Il a essayé de comprendre parce que ce n'est pas aussi simple, sur une simple lecture de documents, de comprendre comment ça se cultive et comment il faut faire pour arriver à produire de la spiruline. C'est vraiment pas simple. Et puis voilà, un bon jour, il me dit, ça rencontre exactement ce que je voulais faire au Sénégal et j'ai pensé à ça depuis des années, mais c'est maintenant que je le trouve. Et entre parenthèses, le père et moi, on s'est connus quand il cherchait un cuisinier. Je suis cuisinier également. Et c'est une religieuse qui est une belle-sœur à moi, qui m'a mis en rapport avec le père Pichona. Et quand on a discuté, j'ai trouvé en lui une personne en laquelle je pouvais faire confiance et peut-être même, comme le cas aujourd'hui, entamer certains projets que moi aussi j'avais, comme lui, de travailler dans la lutte contre la malnutrition, mais surtout dans la partie humanitaire. Cette ferme de spiruline est une ferme humanitaire de lutte contre la malnutrition. Bon, je crois qu'au fil des explications que je vais donner, on va arriver à remonter tout le processus de production et d'emballage de la spiruline pour arriver au produit final. De toute façon, on est là devant un bassin de spiruline. Le bassin, au départ, ce n'est que de l'eau. Et l'eau que nous avons ici provient du forage du sanctuaire. Et c'est un forage qui est capté sur le Maastrichtien. Donc, c'est un forage qui est relativement salé. Et à cette eau, on ajoute des éléments nutritifs dans le but de créer un milieu de culture de la spiruline. Et la spiruline n'est pas une invention. Elle pousse naturellement dans certains pays chauds du monde et dans des eaux alcalines. C'est ainsi qu'on a de la spiruline naturelle au Tchad, on l'a au Pérou, on a au Ghana, on vient d'en découvrir au Togo et des recherches sont en cours au Sénégal et commencent déjà à donner des résultats satisfaisants. La spiruline est apparue depuis plus de 3 milliards 500 000 années. Donc elle était là avant l'homme. Et certains scientifiques disent que la capacité de mutation de la spiruline a contribué ou a conduit à l'existence du règne animal comme du règne végétal. Parce que vous pouvez cultiver de la spiruline et puis pendant un certain temps, si vous ne vérifiez pas, si vous vérifiez au bout, vous trouvez que vous n'avez plus de la spiruline. Ça a muté, c'est devenu autre chose. Donc cette mutation-là est à la base du règne animal comme du règne végétal. Elle est aussi à la base de l'oxygène que nous respirons ici.
Parce que sans air, sans oxygène, il n'y a pas de vie. Et l'oxygène, qui est notre milieu de vie, nous humains, est produit à 80% par les cyanobactéries. Et les cyanobactéries, la spiruline fait partie. Donc, elle a créé le milieu pour nous, pour que nous puissions vivre sur Terre. Elle a muté pour devenir les espèces animales comme les espèces végétales que nous avons sur Terre actuellement. On revient à comment cultiver de la spiruline. Dans les milieux naturels où elle vit, dans un endroit alcalin, salé et à haute température, ce sont les oiseaux qui en sont les principaux consommateurs, qui également sont les principaux producteurs. La nourriture de la spiruline est apportée par la déjection de ces oiseaux et généralement c'est les flamants roses. L'agitation nécessaire à la spiruline est apportée par ces oiseaux parce que vous voyez un flamant rose, quand il se pose, il court. C'est ces genres d'oiseaux qui ont besoin d'une piste d'atterrissage, d'une piste plutôt d'atterrissage, comme d'une piste de décollage. Tout ça là, la nature ne fait rien par hasard. C'est pour permettre aux oiseaux de faire l'agitation indispensable à la culture de spiruline. Et ce que nous avons reproduit ici. Le bassin vaseux qui retient l'eau est remplacé par un bassin en dur. L'alimentation provenant de la déjection des flamants roses est remplacée par des engrais. Et puis l'agitation ici, elle est assurée par des pompes. C'est les genres de pompes que vous voyez là-bas. On n'a fait que copier la nature. Vous voyez un peu, c'est très important de bien connaître notre nature. Parce que si on se réfère à la nature, on peut faire pas mal de choses. Et la spiruline en est un exemple très, très probant. Donc, après avoir préparé votre milieu de culture, on ajoute maintenant à cette eau une certaine quantité de spiruline concentrée, prélevée d'un autre champ de culture, d'une autre ferme. Et en ce moment, vous versez cette semence dans votre milieu de culture que vous avez préparé. Vous attendez maintenant le temps nécessaire pour que les spirulines se développent dans ce milieu de culture que vous avez préparé, parce que la spiruline se développe par scission. Et il y a au minimum 3 scissions par 24 heures. Et en fonction du climat, ça peut aller jusqu'à 21 scissions par 24 heures. Donc, à partir de 20 degrés jusqu'à 40 degrés, vous avez une évolution progressive de la capacité de scission de la spiruline. En dessous de 20 degrés, vous avez une régression constante de la multiplication de la spiruline. Au-delà de 40 degrés, ça commence à poser problème parce que là, il fait vraiment chaud. Ça peut amener pas mal de problèmes à votre culture jusqu'à conduire même à la mort de votre culture. Donc, il ne suffit pas seulement de mettre les éléments nutritifs qui composent le milieu de culture, il faut également nourrir journalièrement la spiruline parce que les quantités de nourriture que vous mettez là-bas sont consommées par les spirulines que vous allez récolter. Donc, il faudrait chaque jour, et comme les quantités de spiruline qui sont dans le bassin augmentent chaque jour, il faudrait remettre de la nourriture pour compenser ce qui a été perdu. Quel type de nourriture? La nourriture, vous savez, généralement, dans les engrais, vous avez la formule NPK. N étant l'azote, P le phosphore et K le potassium. Mais on n'a pas suffisamment de culture de spiruline pour arriver à une formule d'engrais NPK pour cultiver de la spiruline. Nous faisons aujourd'hui ce qu'on appelle une composition par unité fertilisante. C'est-à-dire, pour le N, nous utilisons des nitrates. Et connaissant le pourcentage de nitrates dans le produit, on peut calculer les quantités qu'on peut mettre dedans. P, on utilise du diammonium phosphorique qui est dosé à 46%. Et c'est à partir de ce pourcentage-là qu'on calcule ce qu'il faut mettre dedans. Pour l'urée que nous mettons à la place aussi pour compenser, parce qu'il y a deux sortes d'azote. Il y a le nitrate qui fait de l'azote, mais de l'azote à longue durée. C'est-à-dire c'est de l'azote qui se développe et qui compense les pertes d'azote consommées par la spiruline. Et l'urée apporte de l'azote présente tout de suite, constante.
les besoins d'azote constants sont réglés par l'azote apporté par l'urée. On met également du fer parce que la spiruline est très très riche en fer et les quantités de fer qui sont mises dans la culture dépendent de la volonté du producteur d'arriver à un pourcentage de teneur en fer de la spiruline qu'il produit. Tu m'as fait comprendre? Bon, voilà. Donc, vous avez préparé votre bassin. Vous avez apporté votre spiruline pour ensemencer. Vous avez entretenu et nourri votre spiruline régulièrement. Au bout de 40 à 45 jours, vous devez avoir une bonne concentration de spiruline qui vous permet soit de passer à un bassin ou à plusieurs bassins, parce que si vous avez un bassin, vous pouvez multiplier la culture sur d'autres bassins. Et dans la multiplication également, ça va durer 40 à 45 jours pour qu'on arrive à la récolte. Maintenant, si vous avez un bassin de 50 mètres carrés que nous avons un seul bassin, au bout de 45 jours, vous pouvez déjà commencer la récolte. On va aller voir maintenant comment la récolte se fait. Ce sera au local des récoltes qui est devant nous.